Toute cette atmosphère anxiogène, tout ce pessimisme, ces news négatives, ces ruptures de support n'entraînent pas de panique. Malgré cette odeur de fin de système et de fin du monde, la semaine dernière, changement de casquette, adieu les ventes. On en est où? Est-ce qu'on en sait un peu plus d'un point de vue économique? La visibilité s'éclaircit-elle? C'est quoi la suite avec les éléments dont on a à disposition aujourd'hui? Oui, bon, direct le point chaud, on est comme ça. Crédit Suisse, alors, le risque systémique. Ça, c'était déjà la semaine dernière. L'action s'effondre sur des plus bas historiques. Les CDS s'envolent. Crédit Default Swap. C'est quoi ce truc? Ce sont des contrats de protection financière, une sorte d'assurance, qui date de 1994, à l'époque initiée par JP Morgan. Une protection donc contre la défaillance d'une entreprise. Et donc, le week-end dernier, les cadres supérieurs de Crédit Suisse ont réalisé une note pour rassurer la situation de la banque Crédit Suisse. Et 2 jours plus tard, les marchés ont pris 5%. Comme quoi, fin du système ne rime pas forcément avec ça va se boiter. On attend désormais le 27 octobre, jour où Crédit Suisse va devoir présenter sa restructuration massive. Alors elle a 2 choix, vente d'actifs ou levée de fonds propres. Et étant donné le contexte de marché actuel, ça se dirige plutôt vers la vente d'actifs. Côté pétrole, les membres de l'OPEP+, ont décidé de se réunir pour réduire la production de barils. 2 millions de barils de pétrole en moins à partir de novembre, ce qui risque clairement de faire remonter les prix à la pompe. Donc, ruez-vous à la pompe, c'est une très bonne idée. C'est inquiétant pour l'administration Biden parce qu'on s'approche des élections de midterm. Et ça, c'est début novembre, justement. Du coup, les États-Unis ont décidé de puiser à nouveau dans leurs réserves. Ça devait s'arrêter en octobre, mais finalement, on va peut-être attendre le mois de novembre. Sauf que, par définition, ce sont des stocks. Donc, c'est épuisable. Et ils en ont déjà épuisé 200 millions de barils depuis le début de l'année. Ce qui représente tout de même un tiers de leur stock. Alors, pour l'Arabie Saoudite, eux, ça les arrangerait plus que le prix du pétrole monte. 100 $, c'est pas mal. Côté Banque Centrale, on l'avait déjà vu ensemble la semaine dernière, la Banque Centrale d'Angleterre a décidé de réinjecter, en tout cas de racheter des obligations, pour déjà défendre sa monnaie, la livre sterling. Avec une petite enveloppe qui pèse un peu, 5 milliards de livres par mois, par semaine, par jour. Ah ouais, par jour. Bah ouais, par jour, sinon t'as rien. Et une semaine après, alors ils en ont débloqué combien? Eh ben, 3,7 milliards seulement. Les gars, vous avez promis 25 milliards là de livres la semaine dernière. Vous faites quoi là? Bande de rats là, ils sont où là? Tu donnes. Tu donnes, t'as promis, tu donnes. Menteur. L'objectif était simple, après la présentation du budget qui n'est pas passé, ne pas mettre en difficulté les fonds de pension. Du coup, elle a racheté des obligations, mais au compte-gouttes. Pourquoi? Déjà, pour éviter les effets d'aubaine, ne pas laisser penser qu'elle met en place un programme de rachat d'actifs, et ce, pour soutenir l'économie, histoire de pas trop inquiéter l'inflation, ne pas monétiser la dette britannique pour simplifier la tâche du gouvernement, et surtout, ne pas laisser croire qu'elle ne va pas continuer à lutter contre l'inflation. Quand même mal barré. Du coup, elle a dit qu'elle allait injecter à bloc, mais en fait, elle le fait pas vraiment, mais parce que du coup, voilà, un peu compliqué. Christine, à ton tour. Alors, Banque Centrale Européenne, on en est où? Ah oui, il y a plusieurs banquiers centraux qui se sont dit, bon, 75 points de base pour la prochaine réunion. Ça va peut-être faire un peu trop, 50 points de base, c'est pas mal. Sinon, côté bilan, la Banque Centrale Européenne, c'est toujours pas ça. Toujours à bloc, ce qui est jugé du coup par les marchés plutôt comme accommodant. Mais bon, normalement, avec cette hausse des taux, on devrait avoir ce qu'on appelle un quantitative tightening. C'est un quantitative easing inversé. Le FMI, lui, estime que au niveau économique, ça va pas être top. Normalement, d'ici la fin de l'année, on devrait avoir 2 trimestres consécutifs de recul économique. Bien entendu, il va baisser ses prévisions de croissance. En ajoutant une petite phrase sympathique, il y a plus de chances que ça se détériore que ça s'améliore. Bon, on va quand même terminer ce chapitre avec des bonnes nouvelles. On va essayer d'en trouver quand même 2-3. Les chiffres de la semaine étaient plutôt globalement bons. Le plus important étant les chiffres de l'emploi mensuel aux États-Unis qui sont sortis à la fin de la semaine, autrement dit le NFP. Super bon, même le taux de chômage, on est passé à 3,5%, on attendait 3,7% aux États-Unis. Et tout ça retient bien parce que le marché, en fait, l'interprétation est complètement crazy. Et bah oui, il faut composer avec et s'adapter. Peu importe ce qu'on pense, peu importe ce qu'on veut.
Dans la rubrique micro, tu l'as remarqué depuis quelques temps, est un petit peu plus light. Oui, parce qu'on aborde le sujet beaucoup plus en détail avec Charles en cours de semaine sur cette chaîne. C'est pour ça qu'il faut s'abonner et surtout mettre la petite cloche comme ça. Hop, dès qu'il y a une publication de vidéo, bam, 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 ça nous réveille. Donc tu peux t'abonner à la chaîne ici. En plus, c'est pas cher, c'est même gratuit, je crois, et c'est même gratuit à vie. Nous concernant, on va se concentrer quand même sur le deuxième épisode de Elon Musk versus Twitter. Le deuxième épisode, il est reporté. Oh non, il est reporté le deuxième épisode. Bon, le deuxième épisode, il était prévu le 17 octobre. Puis finalement, ils se sont dit, non, allez, on va essayer de se mettre d'accord jusqu'au 28. Jusqu'au 28 à quelle heure? Parce que s'il n'y a pas d'heure, à 17h. D'accord, il y a une heure, 17h. D'accord. Bon, 28 octobre, 17h. S'il n'y a pas d'accord, on se fixera une date pour le procès qui aura lieu au mois de novembre. Visiblement, Elon, il s'est dit, ouais, il n'y a pas trop de bots. Alors, accessoirement, pas sur mon compte, en tout cas Twitter. Sur mon compte Twitter, je pense que je bloque 200 bots par jour, par semaine, par mois. Et il s'est dit, peut-être effectivement, à 5,20$ l'action, finalement, je suis peut-être chaud. Mais l'oiseau bleu s'est pas laissé faire et a dit, non, tu mens, Martoni, on te croit plus. En attendant, Tesla va commencer à fabriquer ses fameux camions. C'est parti pour le début de la production avec les premières livraisons destinées à Pepsi. Côté marché, bon alors, je te le cache pas, on a un peu de boulot. Déjà, on n'a plus que 10% des actions du SP500 qui sont au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours. Et pourtant, c'est là que ça commence à se compliquer. Donc, on l'a vu la semaine dernière, on en a parlé ici dans le débrief hebdo. Oui, tout ça, c'est baissier, c'est anxiogène, machin. Fin du système, fin du game. Mais... et c'est ce qu'on avait remarqué justement, ça ne baisse plus. Il n'y a plus d'accélération baissière. Alors, adieu casquette rouge, stop les ventes, cherchons et attendons des signaux d'achat, si le marché nous en donne. Et comme je le disais aussi d'ailleurs dimanche dernier, même si le marché devait rebondir de 3-4%, ça ne remettrait même pas en cause les tendances baissières journalières. Bon, je t'avouerai que je ne m'attendais pas à ça non plus, à cette violence qui a été d'une violence. Le marché a pris grosso modo entre 5 et 6% sur les indices entre lundi et mardi. Voilà pourquoi il faut être toujours prêt. Au moins, j'espère avoir préparé un peu le terrain pour pas se faire arracher sur des ventes. Et peut-être même si vous faites partie d'IVT, avez profité d'achats qu'on a initiés, que ce soit sur le DAX, le CAC, le SP500, j'en passe. Mais la question surtout est: pourquoi une telle hausse subitement? Il n'y a pas de raison. Voilà. Simplement que cette peur extrême, comme on l'a vu, ne provoque pas de panique, que les shorts du coup progressivement se rachètent, initie donc des positions acheteuses pour clôturer les ventes, quelques achats à bon compte, comme nous quoi. Du coup, ça entraîne des nouveaux rachats de shorts, ça s'emballe, et bim, on retrouve les moyennes mobiles à 20 jours, qui ont toujours des pentes assez pentu. Ça nous a donné quand même des beaux objectifs, notamment sur le CAC avec le ralliement des 6000 points. C'était un deuxième objectif d'achat swing qui avait été initié lundi parce que c'était le plan de la semaine et qui s'est terminé finalement quasiment en 2 jours. Alors super, on en a bien profité, tant mieux, ça fait plaisir. La question surtout c'est ensuite. Le marché s'est cherché tout au long de la semaine, en tout cas le milieu de la semaine. Entre ces bougies haussières impulsives assez violentes de lundi et mardi, dont on ne pouvait absolument pas négliger la force, et cette tendance baissière intacte, comme je le disais, sous les moyennes mobiles à 20 jours. Là, tu vois ici, ce sont les lignes bleues. Donc on a fait le choix de travailler à l'achat au début de la semaine et également au milieu de la semaine après ces 2 bougies haussières. Me concernant, je me suis focalisé sur le CAC et le SP500. Mercredi, ça a bien fonctionné. Repli, on a même clôturé mercredi soir quasiment sur les plus hauts de la semaine. Preuve de la force de ce mouvement quand même. Jeudi, c'était plutôt mou, petite baisse. Le marché se repose, classique. Et vendredi, donc on a eu le NFP qui était super bon. On l'a vu juste avant. Et là, le marché se prend une boîte. La question est pourquoi ? Je sais, il y a beaucoup de questions. Tout simplement, le marché se dit good news is bad news. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'économie se porte bien, donc la Fed peut se permettre d'accélérer ce processus de resserrement monétaire, sa hausse des taux. Effectivement, si on regarde un petit peu ces chiffres, le marché est passé d'une estimation d'une triple hausse des taux à 60%. Désormais à plus de 80% d'estimation d'une triple hausse des taux lors de sa prochaine réunion le 2 novembre. Donc le marché est déçu qu'il y ait une bonne nouvelle du côté de l'emploi. Ça peut paraître crazy, mais
En tout cas, c'est la première réaction de marché. Mon avis là-dessus. Donc je le disais, on a travaillé à l'achat en début de semaine. C'était le plan prévu, ok. En cours de semaine, on a continué à le travailler. Le principe même en intraday. On a des petites phases de range, plus de chances d'en sortir dans le sens de la tendance précédente que l'inverse. Donc de continuer dans le sens aussi. Ça a fonctionné une journée et demie et à partir de jeudi après-midi, d'ailleurs, je me suis pris un stop loss perdant sur une demi-position ouverte sur le SP500. C'est nul! Alors c'est pas grave parce que j'en ai initié plusieurs avant, ça s'était très bien passé. Mais tout ça pour dire que on commence à avoir des indications que le marché commence à me donner tort. Vendredi, le marché me donne aucun élément positif, en tout cas qui va dans le sens de mon plan. Je me place des grosses alertes au-dessus de la tête, elles sonnent pas, je réenclenche pas. Depuis, du coup, toutes les bougies haussières finalement commencent à être remises en question. À l'heure où je suis en train de tourner la vidéo, puisque les marchés n'ont pas encore clôturé, on retrace grosso modo 50% de ces deux bougies haussières impulsives de lundi et mardi. Et ça, du coup, c'est un niveau clé. Donc, effectivement, on est un peu entre deux, entre la remise en cause de ces impulsions haussières et pour le moment, elles ne sont pas vraiment effacées. Donc après avoir jeté la casquette rouge semaine dernière, on a commencé à mettre la casquette bleue dimanche, la casquette verte dès le lundi parce que le marché nous a donné des signaux positifs et du coup la casquette est revenue beaucoup plus bleue vendredi. Alors mon plan simplifié pour la suite en 3 points. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus de la bougie baissière qui a été initiée depuis le chiffre du NFP vendredi 14h30, pas d'achat swing. Ah, c'est simplifié ça. Ça nous donne, en termes de niveau, 5950 sur le CAC, 12 500 sur le DAX, un espèce de moucheron qui me tourne autour là. Et allez, on en fait un petit dernier, 30 000 sur l'indice Dow Jones. Niveau clé donc à surveiller tout au long de cette semaine. Si on passe au-dessus, ça réenclenche des choses plutôt sympas. Deuxième chose, le marché purge après le NFP. Parce que il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent finalement tout au long de la semaine. Donc, sur ce simple chiffre, pour le moment, je remets pas tout en cause et je ne remets pas de casquette rouge. Troisième élément, étant donné qu'on n'a pas des nouvelles pires que celles qu'on connaît déjà, si on revient sur les plus bas, ce sera pour moi un timing acheteur. Parce que je pars toujours de cette perspective fin d'année 2022, range. La minute pédagogie avec Xavier Fenot. Quand tu as un plan, il faut le travailler à fond tant qu'il n'est pas invalidé. Et quand c'est le cas, quand il est invalidé, faut pas chercher tout de suite à en mettre en place un autre plan. Il y a toujours une phase intermédiaire, une phase de pause, de respiration. Il ne faut pas chercher à faire ce qu'on appelle un reverse. On passe de complètement acheteur à complètement vendeur ou de complètement vendeur à complètement acheteur. Il faut toujours avoir cette phase de réflexion, d'attente parce que notre combat, c'est pas tout le temps d'anticiper où le marché va. Parce qu'aujourd'hui, il va monter, il va baisser un peu plus, baisser un peu moins, remonter plus fort. Ce qui compte, c'est d'être à l'aise avec ce qu'on comprend du marché, le contexte, mais également ce que nous montre d'un point de vue technique le marché. Ce qui nous permet derrière d'avoir une méthode, de déclencher ou non ces plans en fonction de tous ces éléments qu'on maîtrise, qu'on comprend, et y aller lorsque le marché nous montre des signaux, nous donne des signaux qui vont dans notre sens. Et pour terminer donc sur la partie technique que j'ai expliqué juste avant, on a eu pas mal d'éléments positifs, donc on a exploité, et j'avais donc une stratégie claire qui a fonctionné à plusieurs reprises. J'ai pris tout de même un stop loss encore une fois sur une demi-position sur le SP500 en fin de semaine dernière, parce que le marché a commencé à me donner tort. Alors j'ai pas insisté, j'ai replacé des alertes vendredi au-dessus de la tête, si jamais le NFP me donnait des signaux positifs sur le marché pour pouvoir continuer. Parce que c'était mon sens prioritaire de la semaine. Mais aujourd'hui, objectivement, c'est plus le cas. Alors, est-ce que je dois passer maintenant vendeur pour viser les plus bas? Peut-être. Mais je ne le ferai pas. Parce que pour moi, le contexte n'a pas changé, en tout cas depuis la semaine dernière. Et pour terminer sur ce sujet, je ne regrette absolument pas de ne pas être passé vendeur tout là-haut. Parce que vendre contre un tel flux acheteur, ça a peut-être fonctionné cette fois-ci si on a eu la chance d'avoir eu le point haut, sachant que derrière c'était quand même un énorme rouleau compresseur haussier. Ça a peut-être marché cette fois-ci, mais à terme et à plusieurs reprises, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Alors j'en suis désolé, mais aujourd'hui, je ne me mouillerai pas pour la semaine prochaine. Parce que moi-même, je ne sais pas encore ce que je vais faire et je préfère assumer, même si je me trompe, quand j'ai une stratégie claire et des éléments clairs, tangibles, et vous la partager quand c'est le cas, que de chercher à avoir raison sur une stratégie que moi-même, je ne vais pas appliquer.
Sur les cryptos, même combat, même si encore une fois, ce marché est beaucoup plus résilient que les marchés traditionnels. On n'arrive pas sur la capitalisation totale à passer ces plafonds de verre là qu'on a au-dessus de la tête, autrement dit des résistances. Idem sur le Bitcoin à 20 500 $. Tu la connais, j'avais déjà partagé cette zone. 1420 $ sur l'Ethereum. Alors ça m'a pas empêché quand même de travailler quelques cryptos sur la poche active, mais vraiment très light. En l'occurrence, BNB, Binance Coin ou encore HNT. Je ne suis pas passé loin des premiers objectifs des TP1, ce qu'on appelle à plus 6% environ. Et finalement, derrière, c'est retombé comme sur les marchés traditionnels. Donc je pense qu'il faut continuer à rester calme dans cette neutralité de marché, garder son énergie et son cash quand le marché nous redonnera des signaux positifs. Donc déjà, au-dessus des zones clés que j'ai évoquées juste avant, je pense que ça sert pas grand chose de perdre trop de temps à essayer de faire du bricolage, voilà, un peu à droite à gauche, quand on est globalement dans un range et surtout quand ça se voit que les départs sont quand même très limités. C'est l'heure de mettre le pouce vers le haut si l'envie vous dit. Excellent dimanche et excellente semaine à toutes et à tous. Merci pour vos likes, pour vos partages. Et n'oublions pas que les obstacles, on en aura encore. Que ça ne nous empêche pas d'avancer. Avec calme, travail, rigueur, avec nos valeurs. Entre ceux qui veulent montrer qu'ils ont eu raison après coup alors qu'ils n'ont rien fait. Et ceux qui agissent, assument, tombent, se relèvent, avancent, construisent, partagent pour faire avancer, tirent vers le haut, font des choix souvent difficiles. Eh bien entre les deux, j'ai choisi avec qui jouer. Merci à tous, je vous kiffe. Ciao!